C'est le week-end sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée, Info Hebdo. Pour ce numéro, une rubrique, à savoir le décryptage, dans lequel nous allons aborder la liberté de presse au Bénin, puisque toute la semaine écoulée a fait l'objet de la célébration de la Journée internationale de la presse à travers l'implantation au stade général Mathieu Kérékou d'un village des médias qui a vraiment bousculé beaucoup de professionnels des médias. Dans ce décryptage, je serai avec Aurélien Aïssou du quotidien Carte sur table et Souleymane Bila du quotidien Nouvelles et Talents. Tout de suite, le décryptage. Alors, le décryptage, c'est avec vous, Aurélien Aïssou. Aurélien Aïssou, comme je l'ai annoncé à l'entame, bonsoir. Bonsoir, Kader. Vous êtes le directeur de publication du quotidien 4 sur table. Tout à fait. Comment vous allez? Ça va très Merci d'avoir accepté notre invitation. bien. Alors, à ma droite, j'ai Souleymane Bila, directeur de publication du quotidien Nouvelles et Talents. Bonsoir. Kader, bonsoir. Bonsoir, Merci. chers amis téléspectateurs. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, Aurélien Aïssou, je commence par vous. Alors, liberté de presse au Bénin, est-ce une réalité? Bon, je vais prendre plusieurs angles parce que souvent on s'attelle au rapport de Reporters sans frontières et sans que cette année nous sommes encore restés à la 78e place. Oui. Maintenant, s'il faut rester à ce point pour analyser là, on peut dire qu'on n'a pas du tout progressé. Au contraire, on a régressé. Maintenant, est-ce qu'il suffit qu'on puisse dire que c'est ça ce qui est l'indice, qui est le critère qui prouve qu'il y a vraiment liberté de presse? Non. Bon, parce que dans notre pays, on ne peut pas dire qu'on a des journalistes qui soient emprisonnés de façon politique. Je ne pense pas qu'on puisse le dire. Mais quelle est la vie du journaliste, ceux qui sont dans les organes de presse? Est-ce qu'ils sont leur vie, ils sont aisés, leurs conditions de travail? Est-ce que ça c'est recommandable? Si je vais prendre la carte de presse, est-ce que nous jouissons effectivement de tout ce qui est comme avantage au niveau de la carte de presse? Je ne pense pas. Donc, il y a tout ça là qu'on peut prendre pour voir que de chaque année de dire que le 3 mai, qu'on dise qu'il y a une journée qui est dédiée à la presse, mais en réalité, il n'y a pratiquement pas de progression. C'est comme on le coordonné qui est mal chaussé. Alors, Souleymane Bila, liberté de presse au Bénin, est-ce que vous pensez que le journaliste béninois est vraiment libre dans l'exercice de sa fonction? Oui, c'est une question qu'il faut beaucoup nuancer parce que c'est vrai que la liberté, bon, elle se vit, bon, c'est une quête permanente et puis au Bénin, on peut dire que relativement, la liberté, bon, les journalistes ont cette latitude-là d'écrire ce qu'ils veulent, comme ils s'entendent, comme ils le veulent. Donc, selon vous, les journalistes sont libres? Mais oui, mais il faut relativiser la question, parce que ce n'est pas dans l'expression parce que dans l'expression, bon, la liberté, on en jouit. Puisque il y a des textes qui c'est codifié et puis il y a des règles en la matière qui sont respectées, mais c'est dans cette liberté quand même dont nous jouissons ne nous permet pas en réalité de jouer fondamentalement le rôle que le journaliste devait jouer dans une démocratie. Ah bon? Parce que oui. Quel est le rôle déjà? Non, le rôle parce que le journaliste doit être quand même des éveilleurs de conscience parce qu'il doit pouvoir avoir dans l'exercice de sa fonction, doit pouvoir avoir cette autonomie éditoriale et cette indépendance financière qui doit l'accompagner. Mais on n'a pas, en réalité, on n'a pas les deux. Donc en quelque sorte, selon vous, l'autonomie financière... Oui, on n'a pas l'autonomie financiire et puis on n'a pas également l'indépendance éditoriale. Donc ce sont deux facteurs fondamentaux pour vous qui peuvent contribuer à la liberté de presse. Parce que quand vous n'êtes pas indépendant de votre ligne éditoriale et financièrement vous êtes dépendant d'un politique, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Non, on n'est pas libre, on n'est pas libre. Je ne voudrais pas... nous fonctionnons comme des prestataires de services. Ok. Alors, Aurélien Aïssou, donc, cela veut dire que vraiment les journalistes béninois sont asservis? Est-ce qu'ils dépendent forcément tous, qu'on appelle, d'un maya ou d'un politique, pour être direct? Ah oui, il faut aller voir d'abord comment ces organes ont été créés et qui sont dans l'ombre les vrais patrons. Puisque, regardez, à l'entame du gouvernement de la rupture, on avait suspendu tous les contrats d'abonnement dans le service public. Et vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu autour. Il y a beaucoup de journaux qui ont sorti de Paris. Donc on constate que c'est le même État qui est à la fois demandeur et les journalistes sont des prestataires, comme vient de le dire mon confrère Souleymane Bila. Donc à ce propos, il faudrait qu'il y ait carrément une entreprise de presse et qu'on sache que oui, qu'on démarque la communication qui vient
un peu et donner un peu de souffle par rapport à au vrai sens du terme, à la profession du journalisme. Donc, si les deux ne sont pas indépendants, ils ne peuvent jamais faire un travail aisé comme on le demande les tests de la profession. Alors, Souleymane Bila, vous étiez en train d'évoquer quand même deux choses très pertinentes. Vous avez parlé de l'autonomie de la ligne éditoriale et l'autonomie financière. C'est quand même capital quand même pour une liberté de presse, pour avoir l'eau. Mais est-ce que selon vous, la liberté de presse est une réalité au Bénin ou elle n'est pas réellement elle n'est pas une réalité? Non, elle ne peut pas être une réalité parce que n'oublions pas que nous sommes dans un monde de libéralisme économique. Oui. Nous sommes dans un monde de donc la liberté là, ça doit pouvoir être lié au libéralisme économique là. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est qu'on n'a pas véritablement d'entreprise de presse au Bénin. En fait, c'est le mal même dont nous souffrons dans le pays. Parce que nous n'avons pas d'entreprise de presse véritable là dans le pays. Si on avait d'entreprise de presse là, organisée, qui était structurée, on avait qui ont une gestion administrative, une gestion technique, une gestion financière de l'entreprise. Là, le problème allait être mieux réglé. Là, on aurait pu avancer. Parce que non, nous n'avons pas d'entreprise de presse. Et ça fait que presque tous les organes qui se créent, c'est des organes qui vivent d'expédients. On ne peut pas avoir un organe là qui a son plan, qui a un plan de financement, qui a un plan de carrière pour ses journalistes. Et tout, nulle part, vous ne trouverez pas au Bénin, dans une rédaction où on dit dans telle rédaction, voici le plan de carrière pour les employés, voici le plan de financement, voici le plan le plan fiscal que l'on a trouvé. Il n'y a pas ça. Alors, nous fonctionnons comme on gère les organes comme des épiceries. Et ça ne peut pas tenir à la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez, même, je prends même là où le phénomène est beaucoup plus clair, le secteur de la presse écrite. On n'a pas de messagerie au Bénin pour la distribution des journaux. Donc, les tirages, on fait pratiquement des tirages anonymes. Et puis, on sait quelques abonnés et puis quelques points de vente. Regardez comment est-ce qu'il est difficile de trouver des kiosques pour pouvoir avoir le journal. Et en dehors de Cotonou, où est-ce qu'on peut encore disposer des journaux? Donc vous voyez, tout ça, c'est un problème organisationnel profond. Et ça, là, tant qu'il n'y a pas cette structuration, tant qu'il n'y a pas cette organisation, notre liberté restera toujours précaire. On continuera toujours pas vivre d'expédients, pas vivre de quelques commandes et puis hésiter. Et mon confrère l'a cité tantôt. Dès que, vous voyez, le gouvernement a coupé le contrat, c'est fini, nous tombons tous sous asphyxie. Presque, je peux dire que les 3/4 des titres ont disparu. Le quotidien même n'arrive plus à assurer 5 parutions régulières. Rares sont les quotidiens aujourd'hui qui assurent 5 parutions régulières. Alors Aurélien Issou, qu'est-ce que, en tant que professionnel des médias, vous n'avez pas commencé aujourd'hui, alors qu'est-ce que selon vous, le fait que puisque Souleymane Bila déplore la quasi-inexistence des entreprises de presse, qu'est-ce que vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous pouvez dire ou envisager pour pallier quand même à ce fléau qui est devenu vraiment un véritable frein à la liberté de presse? Oui, mais il faut une prise de conscience individuelle et collective et un engagement de ceux qui gèrent. On a au moins 2 organisations, des institutions fêtières, à savoir l'UPMB et le CNPA. Est-ce qu'elles jouent leur rôle? C'est là où je viens. Il me semble que, comme le dit certains, que c'est des ONG. Parce que ceux-là, on sent que c'est un groupe. Et quand c'est un groupe générationnel, et quand ils sont au pouvoir, ils vont gérer selon que ça les arrange dans le temps. Regardez comment on donne l'aide de l'État à la presse et comment cela se fait, qui sont ceux qui en bénéficient. Et je connais depuis que je connais certains organes, c'est toujours eux qui obtiennent soit la plus grosse cagnotte en matière de l'aide, que ce soit sur le critère de la qualité. Donc, au moins donner la main aux autres. Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas le talent qui manque au niveau des journalistes, je ne pense pas. Donc vous êtes satisfait des productions qui sont faites aujourd'hui? Pas tout à fait, mais ce n'est pas le talent qui manque au niveau des journalistes. Mais il faut qu'il y ait une réorganisation, une prise de conscience collective. Et là, on peut marquer l'État à la culotte pour que l'État même soit regardant. Si en notre sein, il a déjà des fissures, on ne peut jamais le prendre au sérieux. Alors, Souleymane Bila, vous avez déploré beaucoup de choses. Vous recommandez qu'il y ait une autonomie financière, une autonomie éditoriale, et vous recommandez qu'il y ait des entreprises de presse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous pouvez évoquer pour que vraiment à l'avenir, vos vœux soient réalité? Non, vous voyez, je veux partir d'abord d'un constat. Vous voyez, aujourd'hui, avant, il y a 20 ans, les gens, ils faisaient d'autres choses avant de venir dans la presse, il y a 15 ans. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des écoles. Les gens sont partis à l'université.
ils sont formés. Donc ils se sont formés à ça, au métier de journaliste. Et on a une masse critique d'étudiants disponibles, bien qualifiés, bien formés, qui peuvent exercer convenablement le métier. Donc ce n'est plus dans un organe, comme par le passé on va apprendre le métier, ou bien dans une chose qu'on va apprendre le métier de journaliste. Aujourd'hui, il y a de la matière, il y a des compétences disponibles. Et les compétences, il faut les payer. Il faudrait les payer. Donc aujourd'hui, déjà, les patrons de presse doivent prendre conscience que non, pour assurer la pérennité de leur entreprise, il faudrait qu'ils aillent vers la qualité. Donc recruter des professionnels. Oui. Cela voudrait dire quoi? Donc on ne peut pas continuer à gérer les entreprises de presse comme cela se gérait avant. Parce que non, il faudrait, avant de créer un organe de presse, il faudrait disposer d'un capital. Il y a des associations fêtières. Non, avant d'en venir, parce que ça c'est un autre volet. Parce que d'abord, il faudrait partir de l'organe, le promoteur d'entreprise de presse. Ce n'est plus promoteur qui veut, on ne quitte pas là. Aujourd'hui, on ne peut plus quitter tout simplement là, se lever tout simplement pour dire je veux créer un journal. Non, il faut disposer d'un capital. Et lorsqu'on est sûr que ceux qu'on recrute, on peut les payer. D'abord parce que c'est une entreprise qu'on crée, et une entreprise, ça doit pouvoir, les règles de management doivent pouvoir les amener à mettre en avant la question de rentabilité. Okay, donc on ne peut pas, dès que tu crées l'entreprise, tu lances ça, tu dois pouvoir être beaucoup plus mu par les questions de rentabilité. Et ces questions de rentabilité nécessitent une rigueur dans la gestion, que ce soit la gestion administrative et que ce soit la gestion financière. Okay. Vous voyez, et ainsi que la gestion des ressources humaines. Parce que ces trois plans font défaut dans nos entreprises de presse aujourd'hui, dans ce que nous qualifions d'entreprises de presse aujourd'hui. Et ça, c'est primordial pour pouvoir aller véritablement à la liberté de presse, une presse conséquente, une presse responsable dans une démocratie normale. Parce qu'il faudrait qu'on puisse aller là. Sinon, on va toujours continuer et à faire comme ce jeu de Jacques Ouettu ou bien de poker, où on joue, et puis après, et le gros lot, le patron il ramasse le gros lot. Merci. Et puis, souci de lui. Non, merci à vous, Souleymane Bila. Merci à vous, Aurélien Aïssou. Nous allons changer de sujet à présent. Nous allons parler de la sortie du parti Restaurer l'Espoir. Quand on parle de Restaurer l'Espoir, on parle de l'ancien ministre, ancien honorable, candidat Zanaï. Il a effectué une sortie qu'on appelle avant-hier. Et au cours de sa sortie, beaucoup de gens s'attendaient sur, sa démission du gouvernement de la République. Donc, beaucoup qualifient cette sortie d'une sortie ratée. Aurélien Aïssou, est-ce que vous êtes d'avis? Bon, moi, je ne peux pas dire que c'est une sortie ratée parce qu'il a bien précisé qu'il n'avait pas fait cette sortie par rapport à sa démission. Donc, ce n'est pas le moment de se prononcer par rapport à sa démission. Qu'il a beaucoup de choses à dire, mais avant-hier, c'était précisément le deuxième anniversaire de la tentative de son arrestation en 2015, le 4 mai précisément. Donc, c'était à propos qu'il était sorti. Et je ne pense pas que... Est-ce que ce sont les militants qui ont estimé que c'est une sortie ratée? Non, ne rentrons pas dans des faits politiques pour dire que c'est une sortie ratée. Mais si c'était les membres du parti Restaurer l'Espoir qui avaient dit, on pourrait comprendre. Mais le monsieur continue de dire qu'il était exclusivement sorti pour les remercier par rapport à leur apport qui ont empêché à son arrestation le 4 mai 2015. Alors, Souleymane Bila, j'aimerais quand vous posez la question de savoir, quand le candidat Zanaï déclare que si lui n'avait pas donné corps et âme pour l'élection de ce jour-là, que lui, en quelque sorte, il dit quand même qu'il a contribué à l'élection du Parti Salon, donc sans lui, le Parti Salon ne serait pas au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'avis à cette assertion que j'ai reformulée? Bon, malheureusement, je me dis que est-ce que candidat Zanaï ne se surestime pas, ne fait pas trop la grosse tête, parce que sans lui, non, il ne peut pas dire ça. Non, c'est peut-être que c'est... Est-ce qu'il a encore de l'électorat? Non, peut-être, non, ce n'est pas une question même de l'électorat. Peut-être que c'est son erreur d'appréciation. Il a surestimé son rôle aux côtés du président Patrice Talon, et puis ça fait que... Il a été frustré. Non, c'est pas qu'il se croit, il se croit en droit. Tu vois, donc lorsque vous surestimez, vous vous mettez dans une position où vous êtes en attente de quelque chose, parce que là, maintenant, avec cette déclaration, sans qu'il veut se jouer au faiseur de roi. Non, c'est une consistance. L'événement du 4 mai 2000, c'est un des événements regrettables, fortuits, parce que non, sinon c'était une manifestation de sédition qui a tourné, malheureusement, au regard de la contestation de l'opposition, au regard du rejet du pouvoir en place, parce qu'il a bénéficié de cette circonstance-là, parce qu'il y avait un fort sentiment de rejet du gouvernement
du gouvernement en place, le gouvernement d'alors. C'est ça, donc c'est de ce rejet-là qu'il a bénéficié. Parce que non, si il était à Parakou, ou bien à Porte-Nouveau, ou bien dans une autre ville, il n'aurait pas... Non, l'événement là n'allait jamais avoir lieu. Ce n'est pas un événement national. Non, c'est pour ça que je regrette qu'il puisse donner... Il tente de vouloir donner une dimension nationale là, à un épiphénomène. Okay. Puisque la belle preuve, l'année dernière, il ne l'a pas célébré. Il n'y a rien, c'est passé sous silence. C'est que cette fois-ci là, qu'il a été une fois qu'il s'est il a relevé quand même quelque chose de pertinent. Il dit que pourquoi l'année passée, on n'a pas célébré l'anniversaire 1 et cette année qu'on célèbre l'anniversaire 2. Il avait les joutes électorales, donc on sortait d'une élection. Vous sortiez et pour laquelle il était dans le camp de la victoire. Il était dans le camp de la victoire, mais on pouvait quand même célébrer. Oui, peut-être que c'est par rapport à sa position d'aujourd'hui, parce qu'en politique, tous les coups sont permis. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, qu'on n'est plus en phase avec le cite, il a bien dit que sans l'événement du 4 mai, il n'y aurait pas l'événement du 19 mai, qui aurait consacré à l'élection du président de l'Assemblée nationale, Adrien Ongweji. Et sans l'événement du 19 mai, il n'aurait pas l'événement du fin mars 2016. Donc, il a bien dit qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis, mais des adversaires de circonstances. Donc, par conséquent, il trouve qu'il est quand même la racine. Il a aussi rappelé que lui n'a jamais regretté, il n'a jamais emprunté un chemin qu'il a regretté par la suite. Donc, il sait ce qu'il fait. Et il sait là où il va. Il sait ce qu'il fait, il sait là où il va, mais sur le même bilan, est-ce que vous ne voyez pas que Kandid Djanani se fout des populations de ses mandants? Quand vous avez vendu un président sur un plateau d'or, vous avez dit que c'est lui l'homme de la situation et qu'aujourd'hui, cet homme prend les rênes du pouvoir. Vous savez, le pouvoir ne rend pas les gens très catholiques et que c'est vrai qu'il doit avoir forcément des dérives, il doit avoir des ratés et que parce que vous n'êtes pas en phase avec les objectifs de départ et que vous sentez que le gouvernement est en train de vouloir prendre de l'eau de toutes parts et que le navire veut couler, que vous vous retirez et dire maintenant jeter de l'eau propre sur le gouvernement. Est-ce que nous ne voyons pas quand même une fuite de responsabilité et, comment on appelle, un jeu avec la conscience et la confiance des mandants? Non, moi je ne pense pas que cela soit ainsi, parce que ma lecture de la démocratie, c'est que la démocratie autorise la réversibilité des opinions. Peut-être que non. Il a la liberté de changer d'opinion, de changer d'opinion. Nous sommes en démocratie. Mais est-ce que Kandid Djanani est le seul frustré dans les ministres? Non, je ne pense pas qu'il s'agit des raisons de frustration, parce que les raisons de frustration, ça ramène à des questions personnelles et d'ego. Oui. Mais parce que non, je ne sais pas si Kandid n'est pas... Vous avez beaucoup de qui se surestime. Oui, bon, lorsque j'écoute cette déclaration, lorsqu'il se dit qu'il y a cet événement n'aurait pas eu lieu, c'est comme si c'est grâce à lui que le président Patrice Talon a été élu. Et ce qui est archi faux, il ne peut pas dire ça. Ben, il a contribué et puis, le hasard aussi a fait ces choses-là, mais il faudrait dire qu'il ne peut pas se mettre à la place du peuple, parce que c'est le peuple qui a fait son choix. C'est le peuple qui a fait son choix. Il n'y a pas que... Non, Patrice Talon n'était pas le seul candidat. Il y avait près d'une vingtaine. Il y a eu un premier tour, un second tour. Donc, il ne peut pas dire... Non, donc il ne peut pas... Je dis, il surestime trop son rôle. Et Kandid n'est qu'assis dans Cotonou. Il n'a que sa popularité dans Cotonou. Il ne peut pas nous dire que c'est les voix... Non, il ne peut pas dire que ce sont les voix de Cotonou qui ont fait élire, que les voix de Cotonou seulement ont suffi pour faire élire le président Patrice Talon. Non. Alors, donc, il a contribué comme beaucoup d'autres. Ce qui lui est arrivé, mais peut-être qu'on peut dire que c'est même Yaya a beaucoup contribué. Si ça est ainsi, c'est que Yaya a beaucoup plus contribué que lui-même, puisque c'est Yaya qui était l'auteur même de l'événement, c'est Yaya qui l'a mis dans ce cas-là, c'est Yaya qui lui a donné cette popularité. Lui, à sa place aussi, doit remercier Yaya, parce que sans Yaya aussi, lui aussi n'aurait pas eu ça. Si c'est comme ça il veut raisonner, si c'est comme ça qu'il veut qu'on raisonne. Donc sans Yaya aussi, lui aussi n'aurait pas eu cette popularité, parce que c'est Yaya qui a exigé que oui, tout à fait. Exigé son interpellation et qui a mal tourné et qu'on en a fait, on avait voulu en retourner comme un mouvement de sédition, ce qui est condamnable dans une démocratie, parce que ce n'est pas quelque chose dont il faudrait être fier. Non, parce que nous sommes dans une république et notre république a ses lois et ses règles qu'il faudrait les respecter. Il faudrait les respecter. Alors, Aurélien Ayissou, est-ce que Kandid Djanani a toujours un électorat à Cotonou? Est-ce que si les prochaines législatives, est-ce qu'il pourra se réélire? Oui, je ne saurais le dire parce que jusque-là, si vous voyez sa démission, nous sommes en politique. Sa démission a joué
Parce que par rapport à la transmission de la loi et par rapport à la révision du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée, c'est la mouvance même qui a voté contre la mouvance même qui a voté contre elle-même. Donc comment on pourrait dire que c'est une stratégie politique parce que c'est à quelques jours de ce vote qu'il a annoncé sa démission. Mais dis maintenant que est-ce qu'il peut encore se racheter par rapport à ça. Rappelez-vous que c'est lui qui a conduit la liste et UN. Et on peut toutefois dire que c'est grâce à lui que par rapport à la position qu'on l'a mis, qui a porté d'autres qui ont aussi été élus sur la liste UN. Vous voulez parler des noms et autres et les Jobrenou et autres. Donc c'est grâce à lui que ça peut porter. Mais si par rapport à ce qui a été vu avant-hier, on peut toutefois dire qu'il maintient toujours. Parce que si dans cette atmosphère aujourd'hui, si on faisait les élections législatives aujourd'hui, moi je suis que Khalid remporterait. Mais parlant de sa démission, est-ce que vous trouvez que c'est un acte héroïque, un acte fort? Moi je ne peux pas le condamner du coup. Néanmoins, quand vous acceptez, vous avez tout fait. Quand toi-même tu te dis que c'est toi qui as porté celui-là, ça veut dire que c'est une trahison. Si toi tu démissionnes en plein parcours, tu démissionnes, que tu as trahi le peuple, tu dois montrer que oui c'est difficile, mais j'assume ce que je fais. Et si on doit le sanctionner par rapport à cela, on peut dire celui-là, on ne peut plus le suivre. Alors, Souleymane Bila, pour finir, alors est-ce que, je vais vous poser la question tout à l'heure, est-ce que selon vous, Kandid Anzanayi avait quand même il n'avait pas d'autre alternative que de démissionner. Parce qu'on sent qu'il n'est pas le seul ministre à être frustré de la gestion du gouvernement de la rupture. Non, à mon humble avis, c'est que la décision de ce candidat a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse dans le démissionnement. Pourquoi? Parce que, dans cette circonstance, lorsque vous engagez derrière quelqu'un, que vous donnez votre parole d'engagement, peut-être que vous soutenez, on est là, vous voyez, généralement on s'engage pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, pour le pire, comme un mariage. Comme un mariage, donc surtout quelqu'un de la trempe de Kandid, au regard du rôle qu'il a joué auprès de Patrice Talon, ce n'est pas le moment, il doit continuer à faire confiance à Patrice Talon. Mais il peut y avoir des zones de turbulence, mais on ne peut pas être dans une zone de turbulence, il va sauter du navire. Non, c'est lâche de sa part. Parce qu'il était conscient qu'ils étaient vraiment dans une zone de turbulence. Son rôle était de rester là, d'éclairer, d'insister, de guider, comme me dit, de jouer le Mario pour le vaudou. Mais non, il a démissionné. Non, donc c'est vraiment lâche. Moi, je pense qu'il a manqué de sagesse et les tournures risquent d'être très dures pour lui parce que les perspectives aujourd'hui, les perspectives politiques sont sombres pour lui. N'oubliez pas que Kandid aussi est frappé par l'usure du pouvoir. On l'a suffisamment vu dans Cotonou. Et Cotonou voit un visage nouveau. Oui, mais on ne peut pas... Il y a Guy Topé qui est en train d'être positionné. Oui, c'est ça les prochaines batailles. Parce que non, on a besoin aussi d'un renouvellement de la classe. On a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Parce que Kandid, il doit être à ça, si je ne m'abuse, 5e législature. Depuis... l'année... nous sommes à la 7e. On est à la 7e législature, il doit totaliser au moins 5 législatures, je crois, parce que c'est depuis qu'il a commencé, ce n'est que la législature de 2007 qu'il a raté. Et chaque fois, il a été élu 2 fois sur la liste RBU, je crois, 2 ou 3 fois, une fois sur la liste FCBE, et puis une fois sur la liste UN. Vous voyez aussi cette transhumance politique là. Est-ce que ça continue à toujours pas faire recette à son niveau? Moi, je pense que vraiment, et avec, n'oublions pas le repositionnement, parce que suite au rejet du projet de loi et la décision prise par le chef de l'État d'aviser par rapport à la présidentielle de 2021, que fera Kandid? Il ne soutiendra plus son candidat? Il ira-t-il chercher un autre candidat? Parce que là, maintenant, il est dans le dilemme. C'est embarrassant parce que c'est pour cela qu'il dit sa décision a manqué de sagesse. Il se fait pratiquement harakiri lui-même. Ok, merci à vous Souleymane Bila, merci à vous Aurélien Issou pour ces échanges. Les prochains jours, nous édifierons davantage. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à ce numéro de Info Hebdo sur Euzaï TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. Passez un agréable week-end.